Donc, Danielle Linhart, qui est sociologue du travail et directrice de recherche au CNRS. David Krasy, qui est responsable des achats généraux du PMU. J'ai Elisabeth Dos Santos, qui est conseillère clientèle chez Total Gaz. Et j'ai Richard Martin, qui est administrateur civil et responsable des services opérationnels aux entreprises au ministère de l'économie et des finances et qui est en charge du secteur des centres d'appel. Donc nous avons... vous avez Bureau qui est là, qui est le secrétaire fédéral en charge du secteur des centres d'appel à la CGT. Donc voilà, tout seigneur, tout honneur. Donc on va pouvoir débattre ce soir peut-être d'abord premières impressions sur le film que vous avez pour certains découvert, d'autres que vous connaissiez déjà. David, quel est votre sentiment sur ce film? Découverte, il m'a fait beaucoup rire pour certains passages. Il y en a d'autres où c'est vrai qu'on appuie au quotidien des centres d'appel et on se rend compte quand même assez horrible. Oui, oui, c'est... Alors, est-ce que ça vous a semblé un film proche de la réalité, caricatural? Est-ce qu'il y a des aspects qui sont... Caricatural. Oui, caricatural quand même. Et bon, on va y revenir. Daniel, si... C'est-à-dire, ça fait longtemps que je l'ai vu. Hein, oui. Je pensais tout simplement que c'était... il y a deux possibilités pour rendre compte de ce phénomène, à mon avis, les call centers. La première, c'est sur le mode de la fiction joyeuse et comique. On a un bon exemple. Et il se trouve que j'ai visionné tout à l'heure un film qui va être présenté sur France 5 dans quelques jours, sur France Télécom et les centres d'appel. Et là, c'est plutôt sur le mode de la tragédie. Donc voilà, il me semble que c'est difficile d'appréhender la question de ce qui se joue dans les centres d'appel. Et donc, les choix qui sont faits, c'est soit un peu sur le registre tragique, dramatique, ou soit sur le régime délirant. Voilà, donc là, on était dans le régime comique. Richard, qu'est-ce que... Oui, à titre personnel, bon, j'ai déjà vu le film, mais je dois dire, on le revoit avec autant de plaisir. Oui, oui. Hein, pour de nombreuses raisons. D'abord, il est agréable à voir. Mais bon, si on prend du recul, si on parle du film en lui-même, le trait est forcé, c'est comme dans la comédie, comme au théâtre, mais c'est pour faire passer des idées. Donc, alors, ça ne correspond pas à la réalité, mais c'est comme au théâtre, le trait est forcé, mais il y a des idées à faire passer. Et puis, ça fait plaisir, comme nous sommes abreuvés des informations, bon, on a vu France 2, on a vu Envoyé spécial, sans doute, je n'ai pas vu ce film. Orange Amer, ça s'appelle. Bon, Orange Amer, bon, soit ça donne un bon équilibre, oui. Parce qu'actuellement, on est un peu dans la sinistrose. Oui, c'est ça. Elisabeth? Alors, moi, un peu comme mon voisin, déjà, je suis contente d'être là ce soir parce que ça m'a permis de visionner une deuxième fois le film, et ça, j'y tenais parce que, comme la première fois, j'ai vraiment apprécié. Je trouve que c'est une très belle aventure humaine parce que finalement, on montre... la convergence des énergies, comme ils le disent dans le film, mais la motivation, la solidarité des conseillers qui finalement vont sauver un centre d'appel et une envie de bien faire et de mener jusqu'au bout, bien faire dans leur travail, mais aussi au niveau de satisfaire le client. Donc moi je relève plutôt vraiment un film plein de fraîcheur, vraiment le côté humain qu'il peut y avoir dans les centres d'appel, dans les services clients notamment, la solidarité entre les conseillers, tout à fait. Xavier? Alors, bon, ça fait aussi la deuxième fois que je le vois. Comme la première fois, ce que je déplore un peu, c'est que c'est quand même une vision très tournée client. C'est je dirais, la vision de Monsieur Tout le Monde de ce qui est un centre d'appel. C'est pas la vision pas particulièrement de ceux qui sont dedans. Parce qu'il y a quand même des choses où, même si c'est sur l'humour, il y a quand même des choses qui manquent par rapport à la réalité du terrain et de ce qui se passe dans les centres d'appel. Par exemple? Sur les conditions de travail, il faut voir quand même que là, sur le centre d'appel qui est mis en avant, c'est quand même un peu le foutoir, quoi. Les gens, ils font un peu ce qu'ils veulent. Il y a la prise de courant, il y a le courant qui ne marche plus, donc hop, on va jouer. Bon, c'est pas vraiment ça qui se passe. Hein. Actuellement, par exemple, sur les pauses, quelqu'un qui veut aller boire un coup, il est obligé d'avoir l'autorisation de son superviseur, et même dans certains cas, même pour aller aux toilettes, il faut avoir l'autorisation de son superviseur. Donc, on est un peu loin. Mais c'est vrai que ça reprend au moins tous les clichés de ce qui est la vision, je dirais, client final de ce qui est un centre d'appel. Ça me rappelle un peu un film qui était Promo sur canapé, où on avait la même chose avec la Poste, où on avait tous les fantasmes et les clichés de ce qui était la Poste. Alors,
au-delà de ça, il y a quand même un certain nombre de facteurs qui sont évoqués, même plus qu'évoqués. C'est la compétition. On voit passer un prix à 20 centimes d'euros l'appel. Là, on n'en est heureusement pas là, mais ça pourrait venir. On voit la compétition avec les solutions offshore qui sont extrêmement compétitives. On voit quelque chose qui frappe aussi, c'est la différence de la plateforme française qui est extrêmement vétuste, artisanale, folklorique, etc. et la plateforme marocaine qui est au contraire très moderne, très bien équipée, etc. Donc ça, c'est une certaine réalité. C'est qu'on voit effectivement une compétitivité de l'offre offshore qui sort. Puis on voit comme par hasard que les gens du Bénin, ils n'ont absolument aucun accent, ils parlent très bien. Bon, bien sûr, ils ont besoin d'un peu d'essence pour démarrer. Alors ça, c'est un fait réel, puisque Manuel Jacquinel avait indiqué la première fois, c'est que c'est une expérience vécue. C'est qu'il y a eu des plateformes au Bénin qui tournent à l'essence et que le prix de l'appel varie en fonction du cours du pétrole. Parce qu'effectivement, ils en consomment énormément pour faire tourner le centre d'appel. Donc c'est une anecdote vécue. Mais au-delà de l'aspect anecdotique sur ce film qui est plaisant, mais qui évoque quand même une certaine dureté, on voit bien que s'il n'y a pas une initiative personnelle, l'issue est quasiment, certainement fatale. On voit aussi la place de l'inspecteur du travail qui est craint parce qu'effectivement on trouve toujours les normes, les règles, etc. Et on a le sentiment que d'un côté il y a beaucoup de règles, que d'autre il n'y en a pas beaucoup, et que du coup ça accroît le handicap de la solution française. Mais ça pose quand même bien le débat en disant il y a beaucoup d'emplois à créer. On voit qu'on raisonne en centaines d'emplois, voire parfois milliers d'emplois. On a vu qu'il y avait 60 milliers d'emplois offshoreisés par rapport à l'activité française. On voit qu'aujourd'hui on parle d'1 million d'emplois en Angleterre dans les call centers. On voit que c'est une tendance qui n'est pas du tout baissière. Et donc, il y a des enjeux de création d'emplois en France ou de non-création d'emplois en France. Et ça, c'est vraiment un des aspects sur lesquels peut-être vous, Richard, vous pouvez nous donner un éclairage. Le ministère des Finances, comment est-ce qu'il regarde ce secteur d'activité? Bon, notre approche, ce n'est pas un postulat, nous en sommes vraiment convaincus. Les indices que nous avons nous permettent de penser que c'est un secteur qui a un potentiel, qui a eu un potentiel et qui en a un plus que jamais. Ce potentiel sera réalisé, sera concrétisé si des conditions d'abord économiques, on ne va pas rentrer dans toute la mécanique du fonctionnement et de l'équilibre économique des centres d'appel, mais il y a des conditions économiques qui ne sont peut-être pas actuellement au rendez-vous. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, un deuxième bloc, c'est l'évolution des centres d'appel vers une relation client. On ne parlera plus de moins en moins des centres d'appel, mais des relations clients avec des relations multimodales qui vont faire rentrer beaucoup plus massivement l'Internet, tous les réseaux, je ne veux pas dire les réseaux sociaux, mais les réseaux de communication, donc, qui demanderont et qui vont demander de plus en plus une complexité du métier. Et puis la troisième condition pour que véritablement ces centres d'appel se développent, c'est qu'il y ait un autre regard interactif avec une autre qualité, une qualité montante de la part des centres d'appel, une montée vers le haut, et un autre regard de la part des entreprises qui confient des marchés. C'est-à-dire qu'elles ne considèrent pas que les centres d'appel sont uniquement des coûts, des poids, et qu'il faut absolument minimiser ces coûts. Donc ça fait beaucoup de conditions, je le reconnais, c'est tout un étalage, une liste de conditions, mais vous m'avez posé la question sur le potentiel, on en est convaincu. D'ailleurs en Allemagne, ça marche bien, enfin correctement, certes, il y a des problèmes, une différence de situation linguistique entre la France et l'Allemagne. L'Allemagne est beaucoup moins poreuse et beaucoup moins sujette à l'externalisation et à la délocalisation. Ceci étant, je crois que, je le dis, j'en suis convaincu, il y a un énorme potentiel en France. Alors l'enjeu qu'on peut traduire simplement, c'est qu'aujourd'hui, le donneur d'ordre qui commandite les prestations, lui va avoir le choix entre une solution française qui va être le double du tarif de la solution offshore. Aujourd'hui, c'est à peu près la situation. Enfin, approximativement. La question, c'est comment revaloriser des salaires, comment revaloriser des conditions de travail, c'est-à-dire peut-être accepter quelque part de payer plus cher, alors que je peux payer moitié prix.
qu'est-ce qui pourrait conduire un donneur d'ordre à faire ce genre de choix aujourd'hui et durablement? Alors là, je me tourne vers le donneur d'ordre de service. Alors, c'est pas le méchant de la soirée, hein. Il est là pour témoigner, apporter un éclairage. C'est important. Je pense que c'est bien d'ailleurs qu'on ait un acheteur pour la première fois dans nos débats aujourd'hui. Alors, la position du PMU, par exemple. Alors, tout d'abord, le PMU a lancé un appel d'offres fin 2009 qui a abouti sur l'exercice premier semestre 2010 pour confier une partie de sa relation client et non pas de centre d'appel. Et donc, on a véritablement appréhendé cet appel d'offres sur de la relation client avec les évolutions qu'on commence déjà à voir sur les différents réseaux, différents vecteurs. On parle actuellement de LiveChat, par exemple, pour les évolutions de la relation client, pour peut-être le futur de demain. Au niveau de l'appel d'offres, on a fait un choix très clairement qualitatif avec des contraintes de niveau de prestation et de qualité par rapport auxquelles on a conscience qu'il a fallu mettre un coût en face de ces exigences. C'est vrai que lors de cet appel d'offres, on a comparé, puisqu'on a demandé un double chiffrage, national et offshore, et qu'on ait un ratio pas loin de 1 à 2 en effet. Alors vous avez cette solution a totalement été écartée, parce que de notre point de vue, elle ne répondait pas aux contraintes qualitatives qu'on était en droit d'attendre d'un point de vue du PMU. En fait, on avait déjà des centres d'appel et de la gestion de relations clients sur différents vecteurs d'activité. Et ce qu'on voulait, c'était uniformiser ce niveau de qualité. Et pour nous, on estimait qu'au regard de ce qui nous était proposé par les différents prestataires qu'on a interrogés, qu'ils ne répondaient pas aux contraintes qualitatives lorsque l'on passait sur des offshore. Par exemple Tout d'abord, il y avait le déficit de la langue. C'est vrai qu'on a une grosse difficulté, on a eu cette grosse difficulté. L'autre contrainte, c'est que nos centres de relations clients, on exige de nos téléopérateurs qu'ils aient tous un niveau, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, de niveau Bac+2. Enfin, c'est même pas un niveau Bac+2, c'est qu'ils soient titulaires d'un Bac+2. On sait que ça a un coût et on a accepté ce surcoût, mais en contrepartie, contractuellement, on attend de notre prestataire que tous les téléopérateurs qui agissent pour notre compte, pour le compte du PMU, soient titulaires d'un diplôme Bac+2. C'est un des exemples qui ne vont pas donner toutes les réponses en termes de qualité, mais qui sont une première étape. On a commencé à regarder certains labels sociaux. Alors aujourd'hui, avec un petit peu de recul, avec une petite année de recul, en tant que non-expert du domaine, c'est une première approche, ça nous donne une vision, ça ne donne pas toutes les garanties non plus. Oui. On va en reparler tout à l'heure de l'aspect label justement et de tout ce qui est qualité, puisqu'en fait l'enjeu c'est de dire est-ce qu'une solution française apportera davantage de qualité, de garantie de qualité pour le donneur d'ordre, pour le consommateur aussi, et qui justifierait une amélioration, un bénéfice quelque part, qui justifierait de payer plus cher. Tout à fait. Alors surtout qu'en plus, alors nous sur cette partie-là, il n'y a pas d'enjeu, enfin il n'y a pas d'enjeu financier en termes de prise de pari. C'est-à-dire que la partie prise de pari n'est pas externalisée, elle est faite en interne du PMU parce qu'on est sur des réseaux très sécurisés et qu'on le fait dans nos locaux. On est vraiment sur du support au client et de l'assistance technique et support au client. Un vecteur est sur le parieur, l'autre vecteur est sur tous les points de vente sur lesquels on peut avoir des incidents techniques de type informatique avec les bornes réseau. Donc là, on est véritablement dans une recherche de réponse à nos clients et non pas, comme on peut le voir de façon très caricaturale dans le film, dans la volonté d'engranger les biens des hypothétiques clients. Alors, quand on parle de qualité, on fait aujourd'hui référence à un univers qui est extrêmement dirigé en fonction du coût, bien sûr, mais aussi de critères extrêmement quantitatifs, de cadence, de délai de réponse, taux de prise d'appel en moins de 5 secondes, etc., etc. Sur ce fonctionnement-là, on voit bien que ça peut conduire à une situation qu'on peut constater souvent, c'est-à-dire que le consommateur se sent mal servi, pressé de devoir exposer son cas, etc., etc. Si le point de vue du chercheur en sociologie sur ce sujet-là, est-ce qu'on peut imaginer des critères ou un regard sur la qualité du service produit qui se distancie justement de ces critères très quantitatifs? Comment est-ce qu'on peut regarder ça autrement? C'est pas qu'on peut, c'est qu'il faudrait absolument, parce que dans le cas de la plupart des centres d'appel, du point de vue de la qualité, il y a une insatisfaction généralisée, c'est-à-dire tant du client qui, comme vous l'indiquiez, a le sentiment qu'on ne répond pas à ses questions, qu'il est pris dans la masse, qu'il s'agit de l'expédier,
Tant de ce côté-là, autant que du côté des téléconseillers qui ont véritablement le sentiment de ne pas pouvoir faire correctement leur travail et qui souhaiteraient avoir des outils ou avoir suffisamment de temps, suffisamment d'informations souvent pour pouvoir répondre correctement aux demandes. Donc il y a véritablement un problème de qualité. Alors à mon avis, sans vouloir jouer à Madame Sola, il me semble qu'il va surgir ce problème véritablement du point de vue en tout cas des consommateurs parce qu'il y a un mécontentement général. Du point de vue des salariés, on ne parle pas encore trop de la question du stress et des suicides hors France Télécom, mais je pense que c'est une vraie question. Donc la situation, du point de vue de la qualité, est véritablement catastrophique. Donc comment remédier à ça? C'est véritablement la grande question, dans la mesure où on est dans un rapport de force, entre le commanditaire, qui met en concurrence, les sous-traitants, les fournisseurs possibles, lesquels répercutent sur leurs agents ou leurs salariés toute une série de contraintes qui font qu'effectivement ils sont en concurrence avec le offshore et de plus en plus loin, dans des pays de plus en plus éloignés. Donc on a véritablement un contexte qui est très difficile. Alors on ne peut pas s'en sortir si on ne considère pas que la qualité est un impératif. Et que la qualité, ça sous-entend véritablement qu'il y ait un service de qualité rendu, ce qui n'est pas le cas. Dans la majorité des... il y a une sorte même maintenant de suspicion généralisée. Dès que le téléphone sonne, on va dire c'est encore un centre d'appel. Enfin, il y a un rejet de la part d'une bonne partie de la société du service rendu par ses prestataires, et comme commence à avoir un rejet des conditions dans lesquelles les gens travaillent. Donc il y a vraiment un problème qui pour l'instant ne semble pas être un problème économique, mais qui risque de devenir très vite un problème de société. Cela dit, d'un point de vue économique, je pense que ça va avoir des répercussions. Alors bon, l'initiative que vous prenez, puisque c'est vous qui êtes organisateur de cette soirée, est très intéressante, parce que vous cherchez à voir s'il y a une marge de manœuvre possible, qui serait celle qui consisterait à passer par la qualité, comme argument justement auprès des donneurs d'ordre pour leur dire si vous nous donnez des conditions meilleures pour organiser le travail, vous serez vous aussi, en tant que donneur d'ordre, mieux servi. Bon. Je crois que c'est le seul passage possible pour améliorer les conditions de production de ce service très particulier qui est le service par la relation téléphonique. Alors, sachant que c'est un monde hyper hétérogène, vous êtes peut-être bien placé pour le savoir, entre la prestation médicale, la vente des marches à domicile, la hotline informatique, c'est vraiment un monde hyper hétérogène et dont les conditions de fonctionnement sont très très différentes. Et je crois que la démarche, c'est intéressant, c'est pour ça que, on est quelques chercheurs effectivement à essayer de vous accompagner et de voir qu'est-ce que ça peut donner. Je crois que l'idée d'inventer un nouveau modèle, c'est quelque chose de très très intéressant. Alors du côté de la CGT, puisque on parle, c'est un des arguments, c'est de dire aujourd'hui les conditions ne sont pas réunies pour que les conseillers exercent bien leur métier. Il y a une notion de cadence qui fait que de toute façon on a normé les dialogues, c'est des scripts, on doit dire ça et pas autre chose. Donc on a rogné sur l'autonomie, la capacité de laisser de l'initiative aux conseillers. Et donc on arrive à une certaine médiocrité, puisqu'en fait répondre de la même manière à tout le monde, c'est la quasi-certitude de satisfaire personne. Et donc à ce moment-là, on a des conseillers qui n'ont pas d'épanouissement dans leur métier, qui ne font pas preuve d'initiative et d'autonomie. Et tout ça, on a un donneur d'ordre qui dit, si c'est pour acheter des choses aussi normées, aussi simples, ça ne peut pas avoir beaucoup de valeur, donc je n'ai pas intérêt à le payer cher. Et donc on a en plus une espèce de logique qui s'est imposée, qui est de dire, c'est un monde industriel, raisonnons de manière très tayloriste, et regardons les coûts unitaires, comment je peux produire, etc. etc. On voit bien qu'aujourd'hui, moi c'est le constat qu'on a fait chez Télétech, c'est que c'est un jeu où il n'y a pas de gagnant, où il y a très très peu de gagnants, voire quasiment pas. C'est que le consommateur est généralement pas aussi bien servi qu'il le devrait, qu'il le mériterait et qu'il l'attendrait en tout cas. Et c'est un euphémisme. Alors, il y a des gens qui travaillent mieux que d'autres, il y a des domaines où on a davantage de moyens, où il n'y a pas autant d'appels, et donc on peut se permettre de bien les traiter. Donc ce n'est pas non plus uniforme. Il y a des plateformes qui travaillent mieux que d'autres, il y a des gens qui ont d'autres visions, etc. Mais on peut penser que majoritairement, il faut savoir que les prestataires dans le monde entier travaillent à 60% pour l'univers des télécoms.
que cet univers des télécoms il est extrêmement concurrentiel, que les coûts unitaires sont très bas sur les prestations de services, que les prises de risque pour arriver à capter des parts de marché sont extrêmement fortes. Donc le marché des centres d'appel dans le monde entier est drivé par le secteur télécom. Et ça, c'est une constante, et que une fois qu'on a généré de l'appel qui est mal ressenti, on a fait de l'émission d'appel sauvage sur l'annuaire téléphonique, dans le dur, à des heures où les gens préféraient manger ou être tranquilles, etc. Ce qui fait qu'il y a un phénomène de rejet, il y a un a priori négatif, et que cet ensemble-là joue contre le secteur. Ce qui fait que les médias ne peuvent pas tellement faire autrement que de relayer une sensation d'exploitation de l'individu. Et on voit bien qu'il y a des tendances qui ont fait maintenant travailler des gens en prison, qu'on fait travailler des gens qui sont contraints ou conduits à prendre le statut d'auto-entrepreneur pour travailler depuis leur domicile, en étant payés à la tâche, en n'ayant pas la marge de manœuvre, on est très borderline en matière de droit du travail. Donc on voit que tout ça, ça se multiplie. Et puis, le salarié là-dedans n'a pas vraiment la capacité de faire valoir ses droits. Est-ce que c'est votre position ? Je n'ai pas grand chose à dire, mais non. Non, mais, oui, on est dans un secteur hyper industrialisé. Là où on n'attendrait pas l'industrialisation. La relation client, c'est tout sauf quelque chose qui peut s'industrialiser. Parce que c'est une relation entre deux êtres humains qui ont des vécus différents et qu'il faut en tenir compte. La problématique qu'on a actuellement dans les centres d'appel, c'est vraiment cette industrialisation. Mais tout à l'heure, on parlait du film avec l'offshore. L'offshore, en France, ça représente 20% de l'activité. En 4 ans, quand même. Non. Ça a pris 20% en 4-5 ans. Ça reste entre 15 et 20% de l'activité depuis un certain nombre d'années. Et il y a des fortes chances que ça reste pareil. Parce qu'il n'y a aucun intérêt, je dirais, pour ni le secteur, ni les donneurs d'ordre, à ce que ça se développe. La seule chose que l'intérêt que ça reste à 20%, c'est que ça fait une grande pression sur les prestataires et sur les salariés en interne aussi, en disant, attendez, on peut toujours trouver moins cher, et la preuve, l'offshore est toujours la béquille qu'on peut se servir. Donc, l'offshore, je ne pense pas qu'il se développera, mais il reste là pour faire pression. Et c'est ça la problématique, je veux dire, économique de l'offshore. En sachant qu'à l'offshore, il ne faut pas croire, tous les prestataires offshore ne sont pas mauvais. Il y en a qui sont très bons, il y en a qui sont même supérieurs à ce que la qualité qu'on peut en faire en France. Alors, il n'y en a pas énormément, mais il y en a quand même pas mal qui sont très très bons. La seule chose, c'est qu'il n'est pas normal pour nous qu'on paye moitié prix pour une qualité qui devrait beaucoup mieux récompenser, même pour l'offshore. Nous, on demande qu'il y ait un niveau de prix égal entre la France et l'offshore, ce qui permettrait de ne plus avoir cette pression entre les salariés en France et les salariés extérieurs, et que ce soit vraiment la qualité qui soit prise en compte. Sur les conditions... On achèterait donc le service pour ce qu'il est, voilà. Et pas pour le prix qu'il coûte à faire. Voilà, vraiment pour ce qu'il est. Je pense que ce serait la meilleure solution, parce que là, il n'y aurait plus la concurrence liée simplement au prix, qui est liée aux conditions de vie dans le pays. D'ailleurs, on a le même problème entre l'Île-de-France et la province. Hein. Les centres parisiens se vident petit à petit. Téléperformance, il y a 5 ans, ils avaient 7 sites sur Paris, ils n'en ont plus que 1. Il reste Pantin, mais Pantin, de toute façon, il est vide, il ne travaille plus, et donc il ne reste plus que celui de Guyancourt. C'est pas rien. Vous avez la même chose sur un certain nombre d'entreprises qui, petit à petit, vont transférer leur activité. Je prends par exemple Fund Marketing. L'effectif de Fund Marketing à Levallois a quand même été divisé par 2, alors qu'ils ont ouvert des sites ailleurs. Donc, il y a cette problématique là. Au niveau des conditions de travail, c'est sûr qu'au niveau des conditions de travail des salariés, on a au niveau des cadences un gros problème. Mais on arrive même à une aberration encore pire, c'est qu'on a un gouvernement qui a sponsorisé le label social, et dans le label social, il y a une obligation d'avoir l'ancienne norme NF 345, je ne connais plus la nouvelle dénomination européenne, mais l'ancienne norme NF 345, qui, elle, impose des délais spécifiques pour répondre au téléphone, pour décrocher le temps d'attente et tout ça. Sauf que derrière, elle ne donne aucun nombre de personnes qu'il faut avoir. Je n'ai pas le même temps de réponse si je suis 100 ou si je suis 50. Et le problème qu'il y a, c'est que
quand on a des prix d'achat qui sont bas, et qu'on ne peut pas baisser les salaires parce qu'il y a le SMIC qui au moins, lui, bloque ça, la seule chose sur laquelle on peut jouer, c'est sur le nombre d'appels pris dans un espace de temps déterminé. C'est peut-être là où on a un problème. Bah, oui. Parce qu'aujourd'hui, même du côté de Nordord, on se pose quelques questions sur le nombre d'appels. Aujourd'hui, on doit décrocher un nombre d'appels. Sauf que si on ne répond pas, comme on le voit au client de façon très claire, et qu'il est obligé de rappeler 4 fois, on paye 4 fois l'appel. Donc aujourd'hui, on est clairement en train de se poser la question en disant, est-ce qu'on n'a pas intérêt à payer beaucoup mieux un appel, mais que quand on décroche une fois le téléphone, pour régler le problème d'un client, on le règle en une seule fois, et pas en 3, 4, 5 appels dans certains cas. Et là, on est en train de réfléchir à un modèle économique de ce type-là. On n'y est pas arrivé, on y pense. Nous, on Mais réfléchit c'est à une un axe problématique. de développement, je pense, qui réglerait une partie des problèmes. C'est-à-dire que dire, il faut absolument décrocher votre téléphone à la 5e sonnerie et vous devez avoir fini au bout de 1 minute et demie pour passer au suivant. C'est bien, sauf que si ce client, il appelle 4 fois, ben on le paye 4 fois cet appel-là. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux le payer un peu mieux, cet appel-là, voire beaucoup mieux, mais est-ce qu'on n'est qu'un seul appel pour une problématique? Ouais, je pense qu'on a vraiment une ligne, les sociétés, on va tendre vers vous parliez de qualité tout à l'heure, je pense vraiment la directive, la satisfaction client. Et là, je pense qu'il faut qu'on cherche les moyens de façon à donner peut-être aux conseillers, peut-être les bagages, les renseignements nécessaires afin de préhender et répondre au mieux, je pense, aux clients. Déjà, quand on parle de stress, ce qui génère le stress, c'est pas l'interlocuteur qu'on a en ligne, c'est le fait de ne pas répondre. On le voit dans le film, le fameux T12, où la jeune fille, elle a beau être polie, aimable, elle se trouve désarmée, elle ne sait pas quoi faire, elle dit, écoutez, elle lui donne la procédure, elle dit un script, et c'est vrai que c'est là que ça crée le stress. Il faut donner un certain bagage, une certaine connaissance aux conseillers pour pouvoir... Alors je parle dans les services clients, hein, parce qu'après, il y a différents types de centres d'appel, de façon à appréhender et répondre et apporter une satisfaction aux clients. Et je pense que ça passera notamment aussi par avoir moins de turnover. Parce que le fait de former tout le temps, on a un grand turnover, le fait de former des gens pour 2 ou 3 mois qui partent, qui n'ont pas le temps de, si vous voulez, d'accumuler des connaissances, des bases, on restera toujours avec des gens qui sauront répondre succinctement à la question d'un client, je pense. Donc vraiment penser à peut-être, j'allais pas dire fidéliser les conseillers, mais vraiment créer de l'ancienneté, je pense. Et là, je pense qu'on pourra avoir des connaissances et mieux appréhender et apporter une réponse, tout simplement. Pour moi, je pars du fait qu'un client, quand il appelle, moi, je ne sais pas, quand j'appelle un service, je me dis, je vais avoir un interlocuteur. Et bien, j'aimerais bien qu'un interlocuteur égale une réponse, ma réponse. Pas devoir passer par X interlocuteurs, devoir rappeler. Pour moi, un client qui est satisfait, c'est quelqu'un qui va m'appeler, qui va me poser une question concernant son contrat, son dossier. Je vais regarder avec lui et je vais lui apporter la réponse. Et ça s'arrête là, il raccroche. Et il n'a pas besoin de rappeler 2-3 fois dans la journée. Comme vous allez dire, ça va créer des appels en plus, finalement des coûts supplémentaires. Hein. Ça veut dire que vous soulevez là deux sujets. C'est l'acquisition d'expertise, avec le temps nécessaire pour y arriver, donc un vrai métier. Et puis deuxièmement, les moyens pour celui qui est au service du client d'aller au fond des choses et trouver la bonne information. Mais Elisabeth, il y a une chose qu'il faut que vous disiez que les gens ne savent pas, c'est depuis combien de temps vous faites ce métier? Oui, alors ça fait 11 ans, donc je suis prestataire en fait, donc je suis salariée Télétech et je travaille donc à Total Gaz. Donc effectivement, quand j'ai commencé à travailler, donc c'était en 99, Total Gaz en fait avait créé une petite cellule, on devait être 4, on n'y croyait pas trop au centre d'appel. On s'est dit on va mettre 4 personnes, c'est tendance, toutes les sociétés font ça. Non mais c'est vrai, c'était vraiment, ils ont fait ça, ils n'y croyaient pas, c'était un phénomène de mode. On va faire un petit standard, on va prendre 4 personnes et on va voir ce que ça va donner. Et au fur et à mesure, ils se sont rendus compte qu'on avait du crédit, c'est-à-dire qu'on a commencé à avoir un certain nombre de responsabilités. Alors en interne, ils ont commencé à fermer certains services. Nous, notre plateau a commencé à grandir, à diriger les appels de plus en plus vers nous. Ça a commencé par la prise de commande. Maintenant, on en est aux réclamations, les appels réclamations, les appels RIB. Donc de plus en plus, on nous a apporté du crédit parce qu'on a vu finalement qu'il y avait un vrai impact. Et du coup, là, alors en plein hiver, on peut monter à 50 ou 60 conseillers. On n'a rien à voir quand on était 3 ou 4. Hein.
Donc c'est vrai que là, ça a pris une ampleur, on voit, et dans le film, c'est ça que je reconnais, parce que même si c'est un plateau qui n'est pas très grand, je reconnais quand même une certaine solidarité entre les conseillers. Ce qu'il faut savoir, par exemple, c'est que nous, Total Gaz, donc c'est un fournisseur de gaz, donc la haute saison, c'est donc novembre, décembre, janvier, et ce qui s'est passé donc, cette année, c'est un peu une année un peu exceptionnelle, mais je pense que c'est ce qui va se passer les autres années, donc ça nous a un peu rodé. On a eu donc pas mal d'intempéries sur tous les territoires de France, donc on ne pouvait pas livrer, donc on a eu extrêmement de retard donc dans les différents départements, et donc on avait des appels toute la journée, on devait appréhender, rassurer les gens en leur expliquant, écoutez, combien il vous reste de pourcents dans la citerne, vu à votre consommation, donc vraiment être rassurant, et on s'échangeait entre nous les conseillers, écoute, tu peux voir avec tu peux lui dire, il en a pour tant de jours, on va venir le livrer dans une semaine, il aura encore du gaz. Donc on s'échangeait entre nous des solutions, de façon, c'était surtout rassurer le client. Donc c'était un peu... Donc là, on est assez loin du taylorisme, Oui. en réalité, puisqu'on a des échanges entre les équipes, de meilleures pratiques, des trucs et astuces qui vont faire que ça marche mieux, ça c'est une solution qu'on peut trouver, etc. Ce qui n'est pas souvent le cas dans un centre d'appel où il n'y a pas toujours de partage entre les collaborateurs. Alors il y a un point aussi... Oui, allez-y. Là-dessus, ma collègue qui était venue avec moi la dernière fois a fait une thèse pour un diplôme qu'elle a passé, où elle a étudié dans sa boîte les risques psychosociaux. Et elle a pris 2 équipes qui font la même chose pour 2 clients différents, qui sont des gens qui gèrent les PEE, donc les plans d'épargne d'entreprise. Dans une équipe, à peu près les 2 ont la même taille, dans une équipe, le PEE est géré par un fonds où tout va bien. Donc les gens, quand ils demandent, ils ont dans les 15 jours, voire même avant, leur argent qui est mis à disposition. Quand ils ont les renseignements, ça marche bien. Et de l'autre côté, on a un système qui apparemment a des gros problèmes informatiques, il y a des gros problèmes internes, où en gros ils ont externalisé le centre d'appel pour externaliser en même temps le problème sans le régler. Et quand un client demande à avoir ses réserves mises à disposition, il attend 1 mois, voire 2. Donc il rappelle plusieurs fois en disant pourquoi, alors que je devrais l'avoir dans 15 jours, je n'ai pas. Et ça crée du stress parce que les gens sont mécontents. Et vous avez 2 équipes qui sont l'une à côté de l'autre, ou presque. Il y en a une qui a les mêmes conditions de travail, c'est-à-dire au niveau taylorisme, nombre d'appels, tout ça. Sauf qu'il y en a une qui arrive à bien travailler et l'autre non. Parce qu'il y a aussi un problème qu'on voit un peu poindre maintenant, c'est le problème de la responsabilité du donneur d'ordre par rapport à son centre d'appel. C'est-à-dire, à un moment donné, le donneur d'ordre, il va mettre quoi comme moyen pour répondre aux questions que posent les clients finaux. Et là, c'est un souci, c'est que très souvent, et alors, que ce soit en interne ou en externe, alors déjà en interne, ça existe pas mal, en externe, c'est encore pire, mais on a une tendance à dire, bah, ça, c'est pas grave, allez, on verra, puis il y en a qu'un qui râle, c'est pas grave. Et puis après, c'est 2, c'est 3, c'est 4, et puis c'est le moment où ça devient vraiment brûlant que là, on va essayer de trouver une solution. Sauf que, entre-temps, les salariés, ils en ont pris plein la tête, et ça dégrade de façon vraiment importante les conditions de travail. Donc ça, c'était la chose, et là, c'était flagrant avec 2 équipes identiques. Alors, la vraie question, c'est que le regard qu'on pose sur ce métier de conseiller clientèle, qui est à la base de tout ça, c'est devenu assez étrange. Je parle pour nous, professionnels, c'est qu'on finit par s'habituer à quelque chose qui, en fait, est pas toujours bien ressenti. C'est le fait que l'outil de travail est un outil de mesure. Et que c'est un métier qui fait qu'on est sans arrêt mesuré en termes de cadence, parce que c'est possible. Il n'y a pas d'effort particulier, il n'y a pas à diligenter un cabinet qui va chronométrer, ça se fait tout seul. Il suffit de regarder les compteurs. Et en fait, dans ce métier-là, c'est intéressant de se dire que c'est complètement contrôlé de cette manière-là, alors que quand on gère un service de comptabilité, par exemple, on ne mesure pas le nombre de lignes passées par une comptable, on ne dit pas combien de lignes de paye à l'heure, en quart d'heure, est-ce qu'elle peut en prendre plus, etc. Enfin,
c'est pas contrôlé de C'est cette une tendance qui se manière-là. développe, y compris dans les cabinets d'avocats. Partout, on commence à quantifier, à comptabiliser, à faire du reporting systématique, et on introduit cette dimension que vous dites, Oui. qui casse les métiers Mais complètement. comme, Même dans l'administration. mais Oui, comme mais l'outil de partout. travail ne permet pas dans ces cas-là d'être un outil de mesure comme c'est le cas dans un call center, On en invente. on peut en inventer, mais c'est un peu plus compliqué. Alors que nous, c'est assez naturel puisque le compteur est là. Il est là. Et du coup, on le regarde et on dit pourquoi pas plus, pourquoi je peux. Classiquement, il y a une dizaine d'années, le temps passé réellement au téléphone par heure était de l'ordre de 28-29 minutes. Les marchands de PABX ont dit, mais vous vous rendez compte, cette gabegie, vous pouvez aller jusqu'à 50 minutes utiles avec 5 minutes de temps de pause, 5 minutes de temps de battement moyen sur une heure, etc. Et donc pourquoi pas parler réellement 50 minutes avec des robots qui composent des numéros de téléphone, avec des scripts qui montent tout seuls, etc. Et c'est devenu assez normal de dire, ben non, vous ne pouvez pas aller aux toilettes maintenant parce qu'il y a plein d'appels, etc. Vous me faites penser à un article qu'il y avait dans les années 60 dans Le Monde d'un économiste qui s'appelait Dumont, qui avait fait une enquête dans des entreprises de chaussures et qui montrait qu'il avait, enfin, il expliquait que sur des chaînes de montage, il voyait monter et mettre comment dire, en boîte, merci, des paires de uniquement de chaussures gauche. Et qu'il avait alerté tout le monde, il dit mais c'est pas grave, il faut que ça aille, et puis après on essayera de rattraper. Et donc les chaînes produisaient des paires de chaussures gauche au lieu d'avoir une chaussure droite et une chaussure gauche. C'est le même principe, c'est-à-dire on comptabilise ce qu'on voit et on essaye d'avoir la plus grande intensification possible. Et évidemment, la question c'est quelle est la qualité de la prestation, pas Exactement. le nombre de minutes d'attente ou le nombre de minutes utilisées pour Et surtout que la tâche l'interaction. prescrite, là, telle qu'elle est vécue, c'est-à-dire faut que ça tienne en 3 minutes 10. Ça n'a pas de sens. Si ça tient en 3 minutes 10 et que j'ai bien lu le script, bah, j'ai ma prime. Et alors qu'en réalité, on pourrait très bien imaginer, est-ce qu'on peut imaginer de dire, j'arrête de mesurer. Je mesure globalement pour savoir de quels effectifs j'ai besoin, et après les gens font leur travail, et partir du principe que le conseiller, c'est probablement celui qui a le regard le plus averti sur la manière de gérer chaque entretien l'un après l'autre. Et est-ce qu'on peut imaginer des call centers dans lesquels on ne mesurerait pas les cadences individuelles à la journée, à l'heure, etc. Ça vous paraît possible? C'est possible et ça se fait, mais alors c'est dans des call centers de petite taille. C'est-à-dire dans les call centers de moins de 50 positions, on arrive à avoir ça. Mais en plus, le fait de la cadence pose beaucoup de problèmes. Vous n'allez pas travailler de la même façon si vous avez des appels, je dirais, gentils, où les gens sont polis avec vous, que si vous avez, comme on a vu dans le film, le mec qui est abonné à Internet, que ça ne marche pas et que c'est vital pour lui que ça fonctionne. Quand vous avez des insultes 3, 4, 5 fois d'affilée, il faut que vous décompressiez. Sauf que quand votre chef vous dit « Attendez, c'est pas l'heure de la pause », de toute façon, on va dégrader le travail. Donc, c'est sûr qu'il faut tenir compte à la fois de la personne qui appelle, de la personne qui reçoit l'appel, pour qu'on ait une juste adéquation et qu'on ait le temps de pouvoir bien prendre en compte les deux. Mais ça, si on fait ça, est-ce que le donneur d'ordre, comment est-ce qu'on peut lui faire percevoir son gain à lui d'adopter ce genre de démarche? Déjà, il y a le donneur d'ordre un peu responsable, voire responsable. Oui. L'appel d'offres que l'on a mené il y a 1 an, par exemple, systématiquement sur les lieux où on devait implanter, sur les 3 shortlistés qui étaient en compétition, sur les lieux où on pressentait que ça allait être installé, on a fait une visite du site. Une visite de site, c'est pas l'acheteur qui a visité en disant ça c'est pas bien, ça c'est trop cher et je veux pas ça. C'est une équipe avec les opérationnels qui ont donné leur ressenti et leur avis sur la qualité de vie du centre d'appel sur lequel on allait être installé et qui ont fait le point et qui ont discuté avec des superviseurs, avec des téléopérateurs, avec le top management de ces sites-là, avec l'ensemble des personnes qui travaillent, le niveau de personnes qui travaillent sur les sites-là. Donc le donneur d'ordre, quand il est responsable, il s'intéresse socialement à ce qui va se passer sur le site où il va être implanté. Je peux vous poser une question? Pourquoi est-ce que vous êtes un donneur d'ordre responsable? Et pourquoi est-ce qu'il y a des donneurs d'ordre qui ne sont pas responsables? Qu'est-ce qui fait la différence? Bonne question. Pourquoi on est responsable? Parce que... très bonne question.
Non, mais je veux dire, c'est le problème. Aujourd'hui, parce que, enfin, comme je disais en introduction, on veut véritablement un niveau de qualité et non pas Pourquoi, faire un pourquoi par rapport à d'autres qui n'ont pas cette préoccupation-là? Où est-ce que ça se joue et comment ça se joue? Est-ce que le PMU est dans une situation de concurrence? Maintenant, oui. Oui. Depuis 6 mois. Ah, d'accord. Mais ça change pas mal de choses. Voilà quoi. la réponse. Parce Début. qu'à un moment donné, Alors, on a le lancé l'appel d'offres justement parce qu'on était en situation de monopole et qu'on pressentait qu'avec l'ouverture à la concurrence, il allait falloir qu'on apporte des réponses à nos clients, chose que peut-être avant on faisait moins. Est-ce qu'on peut espérer produire de la qualité quand un conseiller en France qui fait que le prix français est déjà au double du prix offshore et pour autant un niveau de salaire qui ne marque pas une vraie reconnaissance de son savoir-faire et de son implication et de son travail? Parce que moi je me dis souvent, si je décris la fiche de poste d'un conseiller clientèle, que je le présente cette fiche de poste à un cabinet de conseil en recrutement, que je lui demande pour ces capacités-là, que j'attends de lui, d'être capable de résister au stress, d'être dynamique, de valoriser une entreprise, d'utiliser des outils techniques, de parler, de bien s'exprimer, de rédiger sans faute, etc. Si je dis, voilà, pour avoir le bon candidat à ce poste-là, combien il faut que je mette sur la table pour être capable de choisir le bon candidat et de l'attirer et de le garder? À quel prix ça va sortir, ça, d'après vous? Sûrement pas au prix du salaire actuel. Voilà, on est bien d'accord là-dessus. C'est le prix de la fidélisation du client, c'est ça. On est bien d'accord. Elle est là. Et probablement, moi je dis comme ça d'instinct, on va sortir à peu près à presque au double du salaire actuel. On sera probablement aux alentours de 2200-2300 euros minimum, si on décrit la fiche, et qu'on rapproche ça d'un poste de commercial qui va prendre sa voiture et aller se promener. Donc, je crois qu'on a un vrai sujet. Si jamais ça arrive à ça, on sera 4 fois au tarif de l'offshore. Et on ne pourra pas compter, à mon avis, et ça c'est là que je ne suis pas tout à fait aussi optimiste que Xavier Bureau, c'est que je ne crois pas que les sociétés implantées en offshore vont se couper le bras en disant « je vais doubler mes tarifs de telle sorte de ne plus gagner le marché ». Je pense que ça, c'est une illusion. Si les gens ont fait l'effort d'aller s'installer en offshore, c'est bien pour chercher la compétitivité tarifaire. On sait bien que c'est plus compliqué de maîtriser la culture du pays, la langue, les détails, la météo, etc., l'information, la proximité, les déplacements et tout ça. Donc on sait très bien qu'on contrepartie un coût. Ce qui fera la Quel différence- problème politique? Dernièrement, Non, mais ce qui fera la différence, c'est l'augmentation du niveau de vie dans les régions offshore, si on peut dire. Mais avant qu'ils arrivent au niveau de vie Oui, de alors, nos pays, ça Oui, n'ira jamais. je voudrais revenir sur la discussion en général. On ne peut pas trouver, à mon avis, après avoir un peu réfléchi de temps en temps aux incidences sur les centres d'appel, on ne peut pas réfléchir uniquement sur le secteur des centres d'appel en se disant si on faisait comme ci, si on faisait comme cela. Nous sommes dans un secteur où il y a les lois du marché. Les solutions se feront à 3 et pas à 1 uniquement. Alors certes, il y a une différence entre le bon management des centres d'appel et un management plus taylorien, voire rétrograde. Et ça arrive dans toute entreprise, donc ce n'est pas spécifique au centre d'appel. Je crois que la solution est d'abord, est aussi chez les donneurs d'ordre et chez les clients. Chez les clients, savoir quel est le prix que le client consent à payer pour l'ensemble, le prix du produit et le prix de son service après-vente. Probablement le moins cher possible. En Allemagne, pas forcément, s'il veut vraiment de la qualité. Ça dépend. C'est vrai. En Allemagne, dans d'autres pays, dans l'équation, le modèle économique, le service après-vente et beaucoup d'accessoires sont intégrés au prix, ce qui fait que certains prix allemands sont plus élevés que les prix français. En France, depuis 20 ans, 30 ans, on a toujours mis le prix, qui lui est en compétition, et le reste, eh bien, ça vaut gras. Chez les donneurs d'ordre, maintenant, il y aura toujours des produits pour lesquels, je vais être cynique, pour lesquels le service après-vente devra être minimum et au moindre coût. Je ne vais pas dire, je ne sais pas si je vends des allumettes ou un briquet de base, attendez, vous n'allez pas me dire, moi je ne suis pas prêt, chef d'entreprise, à payer un service après-vente et surtout une relation client, une relation commerciale de qualité. Donc, je ne sais pas si c'est 10, 15 ou 20%, il y aura un produit des bases où jamais vous n'arriverez à convaincre un donneur d'ordre de payer plus qu'il ne veut, parce que pour lui, c'est un coût. Toute la marge actuellement d'évolution, et j'ai cru le voir dans la presse chez certains grands du téléphone, qui sont en train de réfléchir, qui sont un peu ébranlés, parmi les grands, des plus grands, qui sont en train de revoir leur modèle. Donc, c'est ça, cette évolution qui existe depuis 3-4 mois seulement. Alors, je ne dis pas qu'on va s'en sortir,
mais que les donneurs d'ordre vont évoluer en comprenant bien que général au sens large, pas seulement la relation client téléphonique, la relation commerciale est mauvaise. Les statistiques sont accablantes sur les relations commerciales, sur le non-rappel, sur le non... je sais pas, il y a 4 entreprises, je ne sais plus, j'ai les statistiques, 3 ou 4 entreprises sur 10 qui répondent au courrier écrit. On n'est plus dans la relation client, mais papier. Bon, donc il y a une certaine désinvolture française, et on voit la différence entre le professionnalisme de certains pays très proches de nous, que l'on regarde très souvent, voire tous les jours en ce moment, un grand pays qui est à côté de nous, et nous. Donc c'est très perfectible. Et je crois qu'il y a un volant de 50 à 60% des donneurs d'ordre qui commencent à être ébranlés. Parce que leur portefeuille clientèle a des vicissitudes, ils s'étiolent et tout. Donc ils commencent à être un peu ébranlés. Il faut convaincre le client. Actuellement, avec l'ARCEP, il y a beaucoup de discussions assez complexes sur la valeur d'un contact client payé par le client. Donc je crois que ce sont ces 2 pôles qui sont autour du secteur de la relation client qu'il faut convaincre. Et d'abord, les donneurs d'ordre. Vers la qualité. La qualité, elle existe pour les niches, pour la conciergerie de luxe, pour les niches, pour les hauts potentiels, pour les personnes, les grands clients, les VIP, etc. Ça se fait sur mesure. Ça existe déjà depuis 10 ans, 15 ans. Alors on peut passer 1 heure avec eux parce que c'est monsieur un tel qui pèse tant. Bon. Et c'est en train d'un peu de descendre. Donc je crois que le gros problème actuellement, et la question, c'est de sensibiliser les donneurs d'ordre sur la valeur de la relation commerciale et particulièrement la valeur de la relation client. Si on arrive à infléchir, ce que je crois, c'est en train de commencer, à leur permettre de valoriser un peu mieux la relation client, le problème financier, le problème des rémunérations, le problème du mal-être ou du bien-être à l'entreprise, je ne dis pas que ce n'est pas une solution que d'argent, mais sera partiellement résolu. Mais ne restons pas uniquement dans le secteur de la relation client. Ce n'est pas par un management modèle de la relation client qu'on va s'en sortir. Moi, je pense que, et je vous donne la parole juste après, mais nous, on a 2 faits assez récents qui me donnent à penser que ça, c'est pas sûr du tout que ça arrive. Le premier, c'est un client pour lequel on avait travaillé sur une hotline de très grande qualité, puisqu'elle avait été reconnue au sein de ce groupe comme la meilleure au monde, à tel point que le dirigeant français avait été appelé au Japon pour être cité en exemple devant tous ses collègues, avec une récompense par le PDG. Enfin bon. Et tout d'un coup, il a tellement bien réussi qu'il a été promu, il a été remplacé par un type qui est arrivé avec des visions inverses. Il a dit, je m'en fous de la super qualité, vous me coûtez trop cher en surqualité, si je suis à 95% de clients très satisfaits, alors que mes concurrents sont à 85, je suis prêt à payer pour être à 86, mais pas à 95. Et donc, il a dit, moi ce que je veux, c'est moins 30% sur ma facture. Donc on voit bien que l'idée, c'est pas d'être au meilleur de la qualité possible, c'est bien d'être à une qualité juste un peu meilleure que celle de mes concurrents. Tout dépend de la typologie du produit que le client a à vendre. Est-ce un produit sophistiqué? Est-ce un produit concurrentiel? Est-ce un produit non concurrentiel? Oui, mais c'était le même client. Et donc c'était une évolution qui était face à une pression concurrentielle. Le deuxième point, c'est la nouvelle concurrence d'Internet. Et la tendance, on a vu 2 tendances. La première tendance, c'est des clients qui sont en train de s'organiser pour passer par Internet pour des actions, des traitements d'appels téléphoniques jusque-là. C'est-à-dire qu'en fait, on dit, voilà, tout ce qui est simple et basique, le client va se débrouiller. Et si vraiment il n'arrive pas à se débrouiller, là, éventuellement, on lui répondra. Donc là, il y a plutôt un mouvement assez intense pour dire, aussi longtemps que je peux ne pas répondre, je ne réponds pas. Et ça, ce n'est pas quelque chose de mineur. On voit que c'est une tendance assez forte de dire, je vais confier à Internet du self-service, où le client se débrouille tout seul avec mon service Internet. Et ça, je crois que ça ne va pas dans le sens de plus d'écoute, plus de dialogue, plus de prise en charge, je m'occupe de vous et je vous chouchoute. Et ça, je crois que ce n'est pas du tout un facteur mineur. Ça peut avoir un intérêt. Enfin, je sais que nous, dans l'appel d'offres, on a donné plusieurs vecteurs d'activité. Il y a du téléphone, il y a du mail, il y a du courrier. Et on parlait de la pression de 50 minutes au téléphone. Si vous avez un client qui est joyeux, content, en train d'ouvrir un compte, super. Si vous en avez un qui a lâché toute sa paye dans la dernière course et qu'il a perdu, je peux vous assurer que celui-là, le téléconseiller, quand il l'a au bout du fil, il est pressé que ça raccroche. Et pour mixer un petit peu justement les contraintes et les appels qui pourraient être désobligeants, c'est de faire un plateau qui est complètement autonome et qui est un mix entre le courrier, le mail et le téléphone qui permet de temps en temps de décrocher un petit peu du téléphone. On continue à travailler, on continue à être productif,
mais sur un vecteur qui est moins stressant. Vous vouliez intervenir? Oui, sur la relation client, parce que bon, le centre d'appel, c'est qu'une partie de la relation client. Sur la relation client, c'est vrai que depuis les assises, il y a eu quand même pas mal de textes qui sont sortis. Notamment, il y a eu le livre blanc du MEDEF qui explique quand même que la relation client est quelque chose d'important. On dépense 4 fois plus d'argent à avoir un nouveau client qu'à en conserver un. Donc, les entreprises ont plus d'intérêt à conserver ceux qu'ils ont. C'est pour ça que, quelle que soit la taille de l'entreprise, quel que soit le produit qu'on vend, si on veut le garder, le client, il faut avoir un service de relation clientèle qui soit véritablement le plus performant possible. Alors après, il y a les degrés, on n'atteint jamais 100%, mais au moins qu'on essaye d'avoir un niveau assez acceptable. Après, sur les outils, là aussi, il y a eu des études sur est-ce qu'on passe tout par Internet ou par le téléphone et autres. Il y a, c'est vrai, des tendances à passer un certain nombre de choses par Internet, notamment si vous prenez un site comme Voyager SNCF, vous avez votre compte client, vous pouvez faire un certain nombre de choses par Internet. Dès qu'il y a des problématiques un peu complexes, vous pouvez passer par le téléphone. Ce que disent la plupart des analystes là-dessus, c'est très simple. Tout ce que le client peut faire tout seul, basique, il va le faire tout seul, parce que ça aussi, ça le met en valeur, parce qu'il y arrive, parce qu'il va plus vite, tout ça. Ça le responsabilise. Mais dès qu'il y a une relation où soit une somme d'argent assez importante à passer, soit être sûr, avoir une assurance que la commande est bien passée ou que les choses sont bien faites, là, ça passe automatiquement par un contact humain. Soit téléphone, soit dans certains cas, même boutique. Et ça, c'est je dirais, quelque chose qui va se passer, mais qui reste quand même un fondamental. Le contact humain, dès qu'il y a soit des grosses sommes en jeu, soit le besoin d'être rassuré, va rester. Je fais une petite digression rapidement sur l'offshore. On parlait tout à l'heure que l'offshore pourrait remonter, tout ça. Il faut regarder un de nos voisins, l'Angleterre. 1 million de téléconseillers en Angleterre. Pourtant, ils ont de l'offshore en Inde, en Afrique du Sud et dans les différentes îles dépendantes de l'Angleterre. Et ils ont pourtant 1 million de téléconseillers. Donc l'offshore ne sert qu'à une chose, à faire pression sur les salaires des téléconseillers en Angleterre. Parce que eux, en Angleterre, ils n'ont pas la même différence culturelle entre l'Inde et l'Angleterre que nous, on l'a avec le Maroc. Ça, c'est pour ça que l'offshore, c'est vraiment un problème plus d'alibi économique que d'outils de pression qui va se développer. Alors nous, on vient de publier un baromètre qui s'appelle Il y a quelqu'un, qui est un baromètre qu'on sort 2 fois par an, qui mesure la qualité de la prise en charge d'un appel téléphonique ou d'un mail pour les sites marchands français. On s'est aperçu que il y a 1 an, il y avait 17% des sites qui ne proposaient pas de numéro de téléphone. Parmi les sites principaux, on a mesuré les sites de la CEMAD, les plus grands commerçants en ligne français. Aujourd'hui, maintenant, il n'y a plus que 10% des sites qui n'ont pas de numéro de téléphone, donc on peut dire là, il y a un progrès. C'est que les gens, ce qui semblait assez évident, c'est de proposer un numéro de téléphone quand on ne s'en sort pas, ça paraît assez basique. Mais en revanche, le traitement de l'appel téléphonique s'est considérablement dégradé. Le taux des appels pris en plus de 4 minutes, ce qui est considérable au téléphone, décrocher au bout de 4 minutes pour un client qui a un problème, c'est assez énorme. Ce taux-là a doublé en 1 an. Il y a 2 fois plus de gens qui attendent plus de 4 minutes que l'an passé. Mais le problème de l'attente, à mon avis, me semble moins important que le problème de la qualité de la réponse. Oui, mais déjà, ça commence par décrocher. Si vous décrochez pas, la qualité, elle n'existe pas. Attendre 8 minutes, non, c'est ça. Attendre 8 minutes, c'est pas réponse. Pour avoir des mauvaises réponses. Ah oui. Et ce que disent beaucoup de téléconseillers, souvent quand on fait des enquêtes, c'est qu'ils disent nous n'avons pas toutes les informations qui nous seraient nécessaires, ou pire encore, nous savons que nous sommes amenés à dire à des gens des choses qui ne sont pas exactes. Alors, donc il faut qu'on que parle quand même un peu. Ça ne marchera pas. Nous savons que ce n'est pas adapté à leurs problèmes. Et nous sommes obligés de leur dire. Bon, on a entendu dans les enquêtes des gens dire ça. Donc on voit bien qu'il y a un problème. L'attente, le délai, ce n'est pas le problème principal. Le problème principal, c'est on revient à son appareil et on n'a pas la bonne information et ça ne va pas marcher de nouveau. Et comme vous disiez, on rappelle et on rappelle et on rappelle et on est énervé. Ça va avec la double sophistication des produits et des offres. On a à la fois des produits qui sont devenus complexes les offres sont et on a vu des offres
tellement complexe que personne n'y comprend rien et qu'on a une suspicion énorme, on n'ose même plus acheter parce qu'on a l'impression qu'on va se faire Et arnaquer. les téléconseillers s'y perdent aussi. Quand Exactement. entre les différentes formules, ils ont tous leurs post-it partout, ils n'arrivent pas à s'y retrouver. Ça change, ça bouge tout le temps et c'est vraiment... C'est un environnement incertain, très insécurisant pour les professionnels. Et ils ont toujours le sentiment d'être en situation d'incompétence, de ne pas pouvoir répondre convenablement. Il y a une autre chose, alors, plus chez les prestataires, parce que d'ailleurs c'est exclusivement chez eux, il y a aussi la non-reconnaissance de leur activité. C'est-à-dire, quand on appelle un prestataire, c'est PMU bonjour, c'est Canal Plus bonjour, c'est Total Gas bonjour, c'est pas Télétech, c'est pas Acticall, c'est pas Fun Marketing, c'est pas Téléperformance. C'est-à-dire, à un moment donné, moi, en tant que prestataire, comment les gens à l'extérieur savent que je fais du bon boulot ou que j'en fais du mauvais, peuvent reconnaître ce que je fais et autres, à aucun moment. Parce que quand le mec il appelle IBM, il appelle Coca-Cola, il appelle PMU, et lui il pense avoir ça. Alors, déjà il y a ce problème de reconnaissance, mais quand il y a une tuile, il se fait engueuler comme les autres, sauf que lui il y est pour rien. Et essayer de faire comprendre au client final qu'on a que on veut bien l'aider, mais que c'est pas nous les responsables, tout en ne disant pas qu'on n'est pas la société, c'est quelque chose où on commence à devenir paranoïaque. Imaginez si en plus je suis en Inde ou au Maroc. C'est ça, et en plus je fais croire que je suis à Paris. Oui. Bon. Il faut dire un mot quand même d'une tentative qui a été lancée il y a 6 ans, qui était le fameux label de responsabilité sociale, qui a été un espèce de pétard mouillé, puisque on a vu que les choses que se dégradaient et que ça n'a produit aucun effet réellement sensible sur la qualité de quoi que ce soit. Bon, moi, je soupçonne personnellement une espèce d'organisation de quelques happy few qui se labellisent entre eux pour se capter les marchés publics. C'est ce que je dis, c'est ce que j'écris, c'est ce que je pense et ce que je peux faire constater. Bon, donc ça, c'était pas la solution. Est-ce qu'il y a une solution pour pousser vers davantage de qualité autrement que par cette espèce de chasse gardée qu'on s'organise? Richard? Vous m'amenez sur un terrain délicat. Oui, c'est pour ça que vous êtes venu. Plus que délicat. Je considérais, je vais essayer de positiver, que la réflexion sur le label a été un premier effort. Déjà qu'on parle d'un label, c'était bien. Est-il perfectible ou pas? Ça, je pense qu'il faut laisser la profession et toute la profession, y compris Télétech, s'exprimer, avoir un label peut évoluer, il peut évoluer dans son fonctionnement, il peut évoluer dans son... je crois qu'un label n'est pas figé, donc ça c'est un premier point. Je pense qu'il est difficile... un label, c'est quoi? C'est une reconnaissance, c'est un signe, c'est un marquage. Qu'est-ce qu'on peut en tirer de concret? Une préférence lors d'un choix, lors d'une sélection. Traditionnellement, si on se tourne vers les marchés publics et tout, j'ai déjà répondu, je crois que c'est assez clair. Il existe des règles, il existe des coefficients, il existe une grille multiple qui ne fait pas systématiquement et qui n'a pas à faire systématiquement rentrer tel ou tel ou tel label. Ça, il ne faut pas rêver. Le label n'est pas un point de passage obligatoire qui s'applique à tous. C'est pourtant le cas aujourd'hui. Il conviendra que nous étudions, que nous regardions un peu les faits, les étudions d'évolution, un peu le pour et le contre. Je pense qu'il faudra qu'on soit assez rigoureux et vigilant là-dessus. Je crois que vous avez dit label et aussi responsabilité sociale. Moi je vais revenir un peu en arrière. Responsabilité sociale. On a vu. Il y a eu une forte pression médiatique et qui était justifiée sur le malaise des centres d'appel. Je pense que de plus en plus, alors que ça s'appelle un label ou que ça s'appelle une référence ou un autre label, si jamais un autre label se crée, qu'il existe un texte, des documents, quelque chose de vérifiable, de contrôlable, qui atteste de la qualité et de l'intégration de la responsabilité sociale au sein des centres d'appel. Je crois qu'il y a beaucoup de boulot à faire dans beaucoup de centres et peut-être dans une bonne moitié de la profession qui devrait un peu se remettre en cause. Déjà, ce malaise humain, ce malaise à l'intérieur du management pourra peut-être un peu diminuer si y a ces labels. Pour la suite, je pense que toute profession
je vais quitter les centres d'appel, je vais voir d'autres professions qui sont à côté. Elles se dotent toutes de labels. Elles font toutes aussi référence à des normes qui soient des normes AFNOR et normes ISO, tout un référentiel, qui elles aussi, comme les labels, ont le mérite d'exister, mais ne s'imposent pas, ne sont pas obligatoires. On peut faire sans. Alors je pense qu'il faut sensibiliser les donneurs d'ordre à la qualité des labels, à la qualité des références. Je vous fais une réponse un peu prudente, hein, mais je ne peux pas aller plus loin. Oui. Je ne veux pas rentrer dans la polémique qui existe actuellement, dans votre secteur comme dans d'autres d'ailleurs. Parce que dans d'autres aussi, c'est la même chose. Quand on parle de sécurité, quand on parle d'autres professions, quand on parle du domaine des foires et salons, c'est pareil. Il y a des labels, des références, et actuellement la bataille fait rage. Moi, je pense que les labels ont souvent un gros défaut, c'est qu'on ne sait pas trop selon quels critères ils sont attribués. Mais une fois qu'ils sont là, bah, on fait avec ça et on se dit si un label, c'est forcément un peu mieux que s'il n'y en a pas. Or, dans notre domaine à nous, c'est justement pas le cas. C'est que l'attribution du label n'est pas une preuve que socialement l'entrepreneur est responsable et qu'il se comporte bien. Et donc, moi je pense qu'il y a un énorme défaut, et c'est pour ça que nous on réfléchit à la création d'un autre label qui cette fois-ci sera attribué principalement, pas uniquement, mais principalement par les conseillers, par les conseillers clientèle eux-mêmes. Parce que qui peut mieux qu'eux dire si la politique de l'entreprise est sociale ou si elle ne l'est pas? C'est bien le conseiller qui peut dire si il est bien traité ou s'il ne l'est pas. Or, actuellement, dans ce label qui est attribué aujourd'hui, il n'a pratiquement pas voix au chapitre. On va juger sur pièces, on va juger sur des déclarations, sur des formulaires, sur le fait qu'on a bien rempli ces déclarations, le fait qu'on a une grille des salaires qui est bien faite. Mais quid de l'avis des conseillers et du personnel? Moi, je pense que ça, je souhaite réfléchir avec les partenaires sociaux réellement à l'élaboration d'un label qui sera principalement fondé sur l'expression des salariés. Et là, on verra de quoi il retournera. C'est pour ça que le label est un des outils qui nous permet, en tant que donneur d'ordre, de pouvoir sélectionner un partenaire, mais ça ne peut pas être le seul outil. Aujourd'hui, c'est vrai que nous, lorsqu'on a attribué le marché l'an passé, on a pris en compte, bien entendu, le label, on a regardé ceux qui l'avaient, ceux qui ne l'avaient pas, mais il y avait aussi les normes, il y avait aussi les normes qualitatives et les normes, la référence ENF, et c'est aussi une des raisons, je disais, pour lesquelles on a fait la visite de site, c'est que c'est un ensemble de tout. Parce que c'est vrai que le label responsabilité sociale, si vous arrivez sur un site comme celui qu'on a vu pendant le film, vous vous sauvez en courant, label ou pas label. Oui, alors que peut-être ils font du très bon travail. Ouais. Non mais probablement... Ça n'inspire pas confiance néanmoins. Oui, c'est vrai qu'il y a un petit minimum, mais on voit bien qu'en termes d'organisation... En termes d'organisation, là, le film pousse à... Monsieur Bureau. Oui, au niveau du label, alors, nous c'est très simple, on ne siège pas au label. Donc nous non plus. Nous sommes l'une des deux organisations syndicales qui ne siégeons pas au label, il y a FO et nous. Nous, on est contre le label parce que, déjà, il y a des choses qui nous paraissent un peu anormales. Déjà, sur 19 personnes qui sont amenées à donner le label, il y en a 5 qui représenteraient les organisations syndicales, 2 qui représenteraient les organisations de consommateurs, je ne vois pas ce qu'ils viennent faire là-dedans dans le social, et puis il y a un médecin du travail. Bon. Donc en gros, il y aurait 8 personnes qui pourraient être du côté des salariés. Il y en a 11 qui sont du côté des patrons. Déjà, ça fait un déséquilibre pour savoir de quoi on parle. Premièrement. Deuxièmement, quand on regarde sur les différents documents du label sur lesquels on va être évalué, c'est est-ce que vous avez signé les accords? Oui. Combien? Mais la qualité de l'accord? Rien. S'il ne rapporte rien par rapport à la loi, si c'est simplement une réécriture de la loi, c'est pas grave. Si vous avez signé pas mal d'accords. Est-ce que vous avez des réunions avec vos IRP? Oui. Ok. Est-ce que dedans vous répondez aux IRP? On s'en fout. C'est simplement est-ce que vous avez des réunions. Donc c'est ça le dialogue social, c'est quantitativement. Bah, ça déjà c'est pas une bonne chose. Après, le label, et ça c'est pas moi qui le dis, mais c'est quand même Laurent Huberti qui est quand même le patron du SP2C. Le label c'est surtout un endroit où on peut se rencontrer entre donneurs d'ordre et prestataires. Et on peut discuter. C'est pas ça pour nous le label. C'est quelque chose où on va parler de comment on améliore les conditions de travail des salariés. Et puis, on a vu avec l'affaire Téléperformance, le label pour une société comme Téléperformance, mais comme pour d'autres, hein, que ce soit B2S, que ce soit Fund Marketing, Acticall ou autre, c'est surtout la possibilité d'avoir des parts de marché. Parce que si le ministère, bien que dans la charte, c'est maintenant sous-entendu que
les ministères vont essayer de sponsoriser les entreprises labellisées. Les entreprises labellisées, qui ne sont pas les prestataires, mais les donneurs d'ordre ou les centres internes, s'ils veulent travailler avec un prestataire, devront choisir, ça c'est dans le label, un labellisé. Donc ça veut dire qu'ils vont se garder entre eux le partage d'un marché captif. Ce qui n'est pas normal. D'autant que le prix du label est quand même relativement onéreux. Je n'ai plus en tête, mais c'est quand même plusieurs milliers d'euros. Ah oui, ça vaut minimum 11 à 12 000 euros et ça peut coûter 40, 50 000 euros. Et pour une petite boîte, c'est pas possible. Donc ça veut dire qu'on va écarter de ce fait un certain nombre de petites entreprises qui fonctionnent bien, qui font de la qualité, qui ne sont pas moins sociales que les grandes boîtes, et peut-être même plus que Téléperformance. Mais bon. Donc on a vraiment un label qui n'a rien de social. Si on veut vraiment des éléments, je dirais, tangibles au niveau social, ben, il y a un élément qui est donné tous les ans dans une entreprise de plus de 300 salariés, c'est le bilan social. Nous, on a fait l'expertise, on a demandé à nos camarades de nous ramener tous les bilans sociaux des entreprises où on est, et on a fait une étude. Quand vous avez 80% des embauches qui sont en CDD, quand vous avez un turnover qui va entre 40% à même jusqu'à 140% dans certaines boîtes. Et qui sont labellisés ou pas? Alors 140%, oui, elle est labellisée. Oui. Ah bon? Oui, malheureusement, elle est labellisée, celle-là. Et sur quelle base elle est labellisée alors? Ah bah, ça on ne sait pas. Moi, je ne sais pas. Parce qu'en plus, il y a une autre chose. Le label, une société qui ferait beaucoup d'efforts. Par exemple, je ne me rappelle plus du nom, il y a une société qui est en coopérative dans les centres d'appel. C'est Acapella. Elle est labellisée. C'est une coopérative. Donc, au niveau social, je dirais, c'est ce qu'on devrait se rapprocher plus de ce qui est social dans une entreprise. Elle est labellisée. Elle va avoir le même label qu'un B2S, où vous avez un manager qui a été interdit par la médecine du travail d'aller sur le plateau, où le directeur de site est interdit de plateau. Et pourtant, ils sont labellisés. La valeur du label, moi, je serais à Capella, je serais mécontent d'être comparé à des mecs comme B2S. Bon. Donc, on a un réel problème à ce niveau-là. On voit que ce label est perfectible. Je pense que les règles d'attribution sont discutables. Ça veut dire que ce n'est pas encore la solution pour faire de ce métier un métier qui a ses lettres de noblesse et qui justifiera que les donneurs d'ordre, en confiance, sauront comment payer le juste prix. Mais en même temps, ça ne résout pas le problème de la revalorisation salariale qui sera le moyen aussi de motiver des carrières pour les collaborateurs de s'y engager durablement. Je pense qu'on est là vraiment à une charnière, et cette charnière, elle va avoir lieu à cause d'Internet, qui va rebattre les cartes sur les appels de grand volume, les appels de masse, les appels les plus simples, qui vont progressivement disparaître, et il va falloir traiter complètement différemment les appels complexes qui ne sont pas traités par Internet. Et là, ce n'est pas la configuration actuelle des call centers qui va répondre à ce besoin-là. Et pas que les appels. Ça ressort du livre blanc. L'Internet va aussi générer de nouvelles relations clients. Exact. Avec tous les forums où les gens disent ce qu'ils pensent des produits en bien ou en mal, il va y avoir aussi là des cellules de veille sociale qui vont... de relations clients qui vont être obligés de se mettre en œuvre, donc avoir des gens de haute technicité qui engageront la responsabilité de l'entreprise. Qui engageront la responsabilité de l'entreprise, mais aussi qu'il faudra qu'ils comprennent très rapidement ce qui se passe et comment réagir. Ouais. Donc là aussi, il va falloir des gens très formés, qui aient assez de background et puis qui aient pas à dire, voilà, à la fin du mois, je ne sais pas comment je vais vivre parce que mon salaire est trop bas. Alors c'est le mot de la fin parce que c'est quand même une conclusion faite par Xavier Bureau de la CGT qui cite le livre blanc du MEDEF, donc je pense qu'on peut aller boire un coup ensemble. Merci à tous.